Bonjour chers amis, donc aujourd'hui nous allons traiter de la République à la Renaissance et nous avons la très grande chance de recevoir Émilie Serris, latiniste, historienne de la pensée et de la littérature, et nous allons l'interroger sur Ange Policien, et nous en sommes d'autant plus heureux que je dirais que Émilie Serris est en quelque sorte une expression du remarquable renouveau de l'école française d'histoire de la Renaissance italienne. Nous avons toujours eu une grande école française d'histoire du XVIe siècle, puisque nous, notre Renaissance, elle commence au XVIe siècle. Mais il faut le dire que nous marquions le pas si nous comparions nos travaux avec les travaux italiens, allemands, anglo-américains. Et en revanche, eh bien, dans la nouvelle génération, il y a eu un investissement remarquable sur la Renaissance italienne, avec évidemment Émilie Serris, mais beaucoup de femmes. Ça m'a fait plaisir et ça m'a frappé. Elisabeth Crouzet-Pavant, auparavant Ida Mayer, Perrine Galland, Alain, Laurence Bernard Pradel, et j'en oublie certainement Clémence Revest. Bref, nous avons avec nous Émilie Revest. Alors, chère Émilie, nous avons la chance que vous ayez publié plusieurs livres. Je n'ai pas lu le dernier, n'est-ce pas, qui est consacré, plusieurs livres consacrés à Ange Policien. D'abord, vous avez traduit les admirables stances d'Ange Policien, n'est-ce pas, dont vous parlez très bien dans votre introduction. Et donc, je vais vous poser des questions, mais aussi un très beau livre qui s'appelle Les Étoiles de Némésis, qui traverse toute l'œuvre d'Ange Policien. Et je sais que vous avez fait aussi récemment, vous avez publié l'année dernière, un colloque sur Ange Policien. Alors, pourquoi s'intéresser à Ange Policien? Ange Policien, le nom est connu en France. Hein. C'est un nom qui est connu. Ceux qui aiment la peinture l'ont repéré parce qu'elle a son profil brutal, assez, comment vous dire, coupé au couteau, n'est-ce pas? Dans la peinture italienne, il était ami avec tous les peintres italiens, donc on le connaît comme ça. Mais on le connaît aussi comme un grand poète, on le connaît comme un ami des Médicis. Et donc, en fait, Ange Policien, à la dernière génération, puisqu'il est mort à 40 ans, très jeune, lui aussi en 1494, la même année où meurt Laurent de Médicis et Pic de la Mirandole, donc c'est la fin de la Renaissance. Eh bien, Ange Policien est aussi, lui, si vous voulez, un personnage absolument central, parce que il fait le relais entre les grands hommes politiques que sont les Médicis, et en particulier Laurent le Magnifique, qui était son ami, son proche, et son employeur, disons tout cela à la fois, et toute la culture, n'est-ce pas, la culture humaniste de la Renaissance. Alors, voilà les questions que je voudrais vous poser, chère Émilie. Expliquez-nous, si vous pouvez le faire dans les peu de mots que nous vous laissons, qui était Ange Policien. Et alors, au fond, moi, il y a deux angles qui m'intéresseraient, qui nous intéresseraient et qui intéresseraient, je pense, nos auditeurs. Premièrement, son rapport avec les Médicis. Et deuxièmement, son rapport avec l'évolution de la culture humaniste, c'est-à-dire qui est passée de la rhétorique à quelque chose d'autre. Il a été professeur au Studio de Florence, il s'est intéressé à Aristote. D'abord, il était un proche de l'Académie platonicienne, n'est-ce pas? Mais et finalement, devenant ami avec Pic de la Mirandole, il s'est intéressé aux sciences aussi, au savoir, et finalement, il est aussi un pionnier de la philosophia nova, n'est-ce pas, de la fin de la Renaissance. Donc, alors, qu'est-ce que vous nous diriez d'abord de sa proximité avec les Médicis, de son rapport avec les Médicis? Et je signale pour nos auditeurs, d'abord la traduction par vous des stances d'Ange Policien, admirablement traduit avec une introduction tout à fait remarquable, et puis le très beau livre Les Étoiles de Némésis. Alors ça, c'est le Policien humaniste aux sources de la modernité, ça c'est le colloque que je n'ai pas lu malheureusement, mais vous allez nous en parler. Alors on vous écoute, d'abord le rapport avec les Médicis et qui est Ange Policien.
Bonjour, alors d'abord je vous remercie de m'avoir invitée, j'en suis extrêmement touchée et je suis très heureuse de venir parler d'Ange Policien ici. Alors, le rapport d'Ange Policien à la famille de Médicis, il a, on pourrait dire, dévoué sa vie à la famille de Médicis et plus particulièrement à la personne de Laurent le Magnifique. Il rentre au service des Médicis très très jeune. Alors, il faut dire, il est né à Montepulciano, dans une petite ville proche de Florence, pas à Florence même. Il était d'une famille noble, mais son père a été assassiné alors qu'il avait à peine 10 ans. Il faut penser que la vie politique est extrêmement violente au Quattrocento, avec ses luttes entre factions. Donc, il doit venir à Florence très tôt faire ses études et il a besoin d'un protecteur. Ses premiers écrits, il écrit dès l'âge de 15 ans et ses premières poésies sont des lamentations sur sa situation. Il est en quête d'un protecteur. Et donc, il va séduire Laurent le Magnifique en composant pour lui, en traduisant en fait 3 chants de l'Iliade d'Homère en hexamètre dactylique latin. Donc un exploit véritablement, et il offre cette traduction donc à Laurent le Magnifique. Il est introduit, il faut dire, par Marcille Ficin, qui est son professeur à l'université, et Marcille Ficin le présente à Laurent le Magnifique comme l'Homericus adolescens, c'est-à-dire l'enfant homérique, le nouvel Homère en latin. Il rentre donc dans la maison de Médicis. Alors, il est employé tout d'abord comme précepteur de Piero, du successeur du futur souverain. Donc, c'est une immense responsabilité. Il doit former et éduquer. Et aussi de Jean et de Jules. Enfin, et aussi des plus jeunes. Mais c'est surtout de Piero qu'il va s'occuper. Il est aussi conseiller pour Laurent le Magnifique. Laurent l'emmène dans ses ambassades. Donc, il joue très certainement aussi un rôle de secrétaire et de conseiller politique. Et puis, il va y avoir une brouille à un certain moment donné, en 1480. Laurent l'éloigne. On ne sait pas le motif. Est-ce qu'il a commis une erreur, une indiscrétion? Est-ce que c'est sa brouille avec son épouse, Clarisse Orsini? Alors, on parle, Clarisse, vous savez, quand les hommes se disputent, c'est toujours de la faute des femmes. On cherche toujours une femme pour expliquer. Non. Alors, il est vrai qu'il semblerait que Clarisse Orsini, qui était catholique et romaine, n'avait pas tout à fait apprécié l'enseignement un peu païen que Policien dispensait à ses enfants. Voilà, donc c'est possible qu'il y ait effectivement cette raison, entre autres. Mais il paraît probable qu'il y a une raison politique aussi par derrière. Donc, Policien va chercher, il part dans les cités du nord de l'Italie, il va à Mantoue, à Ferrare, à Padoue, à Venise. Il trouve un autre protecteur en la personne du cardinal François de Gonzague. Pour qui il compose la fameuse fable d'Orphée. Mais il ne cesse de supplier Laurent de le rappeler à Florence. C'est sa ville, c'est aussi, je pense, le régime politique qui lui tient à cœur et qu'il veut continuer à défendre. Et effectivement, Laurent le Magnifique le rappelle très vite, au bout de quelques mois. Il le rappelle à Florence. Il lui offre une chaire au studio. Donc il reçoit la chaire de poétique latine, ce qui est un immense honneur. Il est encore tout jeune. Ce qui va lui permettre aussi d'avoir une indépendance financière et de se consacrer pleinement à ses travaux. Mais Laurent ne l'associera plus jamais au pouvoir. Il le tient malgré tout à l'écart. Oui, en particulier de toute la politique de rapprochement qu'il fait avec Naples, avec voilà. Il est totalement la grande politique italienne, d'unité italienne de Laurent le Magnifique. Il n'y participe plus. Alors, il reste au service de Laurent malgré tout, au sens où il joue un rôle important dans sa politique culturelle. Laurent l'envoie avec d'autres humanistes dans les bibliothèques de toute l'Europe, dans les couvents, les monastères, pour faire l'acquisition de manuscrits anciens, pour en recopier. Avec Pic de la Miranda, entre autres, à Venise. Tout à fait. Et donc, Policien devient le secrétaire, en fait, de Laurent le Magnifique. C'est lui qui, en grande partie, va constituer le fonds médicéen, qui est toujours un fonds extraordinaire, admirable. Alors, il a été éclaté parce qu'après la chute du pouvoir des Médicis, donc ce fonds éclate et on parle maintenant des bibliothèques médicéennes, c'est ça. Il y a une bibliothèque dans le palais Medici-Riccardi, une à San Lorenzo, la bibliothèque laurentienne, mais malgré tout, le fonds est quand même globalement là. Et d'ailleurs, lorsqu'on entre dans la bibliothèque du palais Médicis, on voit le portrait de Policien avec son grand nez. Effectivement, vous avez raison, il a un visage tout à fait caractéristique.
brutal, un portrait brutal qui contraste avec les stances. Alors, dites-nous un mot de son évolution en partant des stances et pour arriver finalement à ses derniers travaux au studio. Alors, parce que vous les avez présentés remarquablement. Moi, ça a été un choc quand j'ai lu ça, n'est-ce pas? Quand j'ai lu, c'est de la poésie absolument magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est une poésie qui aime la poésie, n'est-ce pas, doit absolument lire ça. Voilà. Et puis il écrivait dans les 3 langues. C'est ce qui est d'ailleurs écrit sur son épitaphe à San Marco. C'est à ce titre d'abord que ses contemporains l'ont admiré. C'est qu'il maîtrisait à la fois le latin, le grec et le toscan. Il écrit effectivement avec le même succès. Alors parlez-nous des stances, parce que les stances, parlez-nous de... Alors, et ensuite de son évolution intellectuelle. Alors, quelques mots des stances, si vous voulez. Les stances pour la joute de Julien de Médicis. Donc c'est une commande de Laurent le Magnifique lorsqu'il rentre dans la maison de Médicis. La commande a lieu en 1475, puisqu'il s'agit de célébrer la joute qui a été remportée par Julien de Médicis, le frère de Laurent. C'était une joute, alors évidemment c'était une cérémonie honorifique qui marquait en fait l'accession à la maturité, à la majorité en fait de Julien qui avait 22 ans. Et donc son accès au pouvoir. En réalité, on parle de Laurent le Magnifique, mais c'était un pouvoir de tête. Les deux frères régnait. Alors Julien a régné très peu de temps puisqu'il a été assassiné lors de la conjuration des Pazzi. Il a régné à peine 3 ans. Mais donc Policien est censé écrire une joute en langue toscane. Alors la joute, c'est un genre littéraire qui est très codifié, qui vient de la littérature médiévale. C'est assez ennuyeux, il faut le dire. Ça consiste à décrire le cortège des chevaliers, alors tous les nobles sur leurs chevaux avec leurs armoiries, etc. Qui défilent. Autant vous dire que Policien n'arrive pas à s'astreindre à ce... Déjà, le palio de Sienne était difficilement supportable, alors on imagine. Voilà. Alors, il invente un nouveau genre, en fait. Il crée une composition tout à fait originale et il emploie il imite diverses sources qui sont des sources épiques, Virgile, l'Énéide, Ovide, les Métamorphoses. Il tisse un certain nombre de souvenirs et puis il crée une fable à l'antique, dont Julien est le héros, ainsi que Simonetta Vespucci, qui est son amante de cœur. Que notre amie Marielle aime particulièrement, comme nous tous d'ailleurs. Elle est le modèle de Botticelli. Oui, bien sûr, elle est le modèle. Elle a quelque chose, ça m'a toujours frappé, de Grace Kelly. Vous savez, quand on voit, on voit les heures, n'est-ce pas, les 3 grâces dans le printemps, eh bien, elle a quelque chose de ça. C'est une très, très, très belle femme, en effet. Alors, donc, je vous laisse finir. Mais alors, vous dites à la fin, je me permets d'intervenir, une chose qui m'a semblé très intéressante, que il y a évidemment, en dehors de toutes les références mythologiques, mais il y a aussi une influence de Marcille Ficin au moment de triomphe du néoplatonisme dans l'Académie de Careggi, mais que en vérité, et c'est là tout l'intérêt et l'originalité de Policien, c'est qu'il ne lui sera pas absolument fidèle. N'est-ce pas? Ce n'est pas du néoplatonisme, parce que vous dites à ce moment-là, il a subi des influences différentes, épicuriennes, et il se détache, n'est-ce pas, de ce néoplatonisme et de Marcille Ficin. Tout à fait. Alors j'en arrive à votre deuxième question sur l'évolution de Policien, effectivement. Donc il est un élève de Marcille Ficin. Lorsqu'il entre au studio, il suit ses cours de philosophie. Donc il est imprégné, évidemment, de la philosophie néoplatonicienne et ficinienne, plus particulièrement du commentaire du banquet que Ficin rédige en 1469. Il participe effectivement au projet de traduction. Donc Marcille Ficin traduit fait traduire à ses élèves l'ensemble des dialogues de Platon dans ces années 1460. Policien participe effectivement à la traduction d'un dialogue. Donc il est imprégné de toutes ces images, de toutes ces fables réinterprétées par Ficin. Néanmoins, ce que j'ai essayé de montrer, effectivement, c'est que dans ces très convaincante. Alors il reprend les fables affectionnées par son maître, mais dans un contexte différent, et il les
les détourne manifestement oui. du alors, sens donc, avant de laisser la parole à Alexandre, parce que je pense qu'il voudra revenir sur les Médicis, c'est un moment très important de l'histoire politique italienne, je voudrais simplement que vous nous parliez de son évolution au studio, parce que c'est très intéressant, ce grand poète, n'est-ce pas, qui ensuite écrira pour introduire, qui le ferait aujourd'hui, n'est-ce pas, ses cours de philosophie, il fait des introductions en vers, n'est-ce pas, qui ont été publiées, et qui sont absolument remarquables. Mais il fait plus, n'est-ce pas? Il contribue d'abord à repenser Aristote et surtout au fond, quasiment l'épistémologie, parce qu'il a écrit ce panépistémon, n'est-ce pas, qui est une sorte d'encyclopédie de la philosophie et des sciences. Tout à fait. Une première forme d'encyclopédie. Alors, comment vous expliquez ce passage de la poésie à la philosophie? Alors, à dire vrai, je ne suis pas sûre que ce soit une évolution linéaire. Disons que lorsqu'il est nommé au studio de Florence, il reçoit, je vous l'ai dit, la chaire de poétique latine. Donc, il est d'abord... Donc, ça, vous connaissez ça. Voilà. Il est d'abord invité à commenter les poètes. Donc, il s'attaque à Virgile, à Ovide, mais très vite aussi à des poètes peu connus comme Stas, qu'il fait redécouvrir. Oui. Et puis, alors Terence, la comédie aussi, mais très vite, il va excéder ce domaine dans lequel il n'arrive pas à se cantonner. Donc, il va commencer à commenter les poètes grecs, Homère, mais aussi Sappho, Moschos, il traduit aussi des poètes grecs. Et puis, il s'intéresse à la rhétorique, donc il va redécouvrir Quintilien. Bracciolini a découvert le manuscrit, mais c'est lui qui vraiment le commente et le remet en lumière. Et puis, peu à peu, il va évoluer vers, effectivement, la philosophie. Il fait un passage par les historiens aussi, par Suétone. Il va traduire Hérodien. Mais à la fin de sa vie, il s'intéresse principalement à Aristote, effectivement. Donc, sous l'influence peut-être de Pic de la Mirandole, quand même. Alors, on peut penser, effectivement, à la fin de sa vie, sa correspondance avec Pic de la Mirandole est de plus en plus active. Donc, il est probable que Pic de la Mirandole joue un rôle là. Alors, il est l'un des premiers à réutiliser le texte de la poétique d'Aristote, le texte grec, qui n'a pas encore été publié, mais dont le manuscrit se trouve à Florence. Donc, qu'est-ce que vous dites? Non, Leonardo Bruni a traduit le texte d'Aristote du grec au latin. Un peu avant. Moi, j'ai lu cette traduction qui a été republiée en France, cette fois-ci en 1523, si je ne m'abuse, avec une introduction de Lefebvre d'Étape. Mais c'est Leonardo Bruni qui a retraduit le premier, la politique d'Aristote. Alors, non, pas la politique, la poétique, pardon. Ah, excusez-moi, je parle de la poétique. Ah oui, vous parliez de la poétique. Non, je vous en prie. Alors, il ne la traduit pas, mais il la réutilise dans ses commentaires. Oui. Et puis, il s'intéresse aux premières analytiques d'Aristote. Ah oui. Alors, il écrit plusieurs textes, il fait plusieurs cours, il écrit plusieurs textes. Alors, ce sont en fait ses cours d'introduction qui sont écrits et publiés. Ce qui se faisait, c'était l'usage, effectivement. Donc, on n'a pas la suite du cours, mais on a ses discours introductifs. Et alors, ce que l'on sait, c'est qu'il a une réaction très forte de ses collègues philosophes autour de lui. Qui sont tous platoniciens. Alors, qui sont globalement comme Cristoforo Landino, j'en prends, mais voilà. Alors, oui, effectivement, c'est professeur, mais il est... Son aîné. Il était son aîné, mais il enseigne en même temps que lui, c'est vrai. Mais surtout, on lui conteste l'autorité suffisante, la compétence pour commenter. C'est pour ça qu'il a... Alors, vous m'expliquez quelque chose. C'est pour ça qu'il a défendu la poésie à la fin comme, au fond, la mère de tous les savoirs. Alors, effectivement, et puis surtout, il répond à ses collègues, je ne prétends pas être philosophe, je suis grammairien et philologue. Voilà. Et il leur montre qu'il connaît mieux qu'eux les textes
d'Aristote. Il était excellent helléniste, ce qui n'est pas le cas de tous ses collègues philosophes. Et surtout, il a cette nouvelle méthode. Il est l'un des artisans de la méthode humaniste philologique. Et donc, il est capable d'établir le texte. Il faut voir les contresens que Heidegger se permet de faire. Voilà. Et donc, il donne des leçons aux philosophes en leur montrant qu'ils commentent un texte qui est faux, qui est erroné, et qu'ils ne comprennent pas le sens de tout. Écoutez, moi, je vous remercie beaucoup de tous ces éclairages qui sont autant d'éclaircissements. Alexandre, est-ce que vous voudriez revenir sur le rapport sur la politique des Médicis, n'est-ce pas? Nous dire quelque chose sur la politique des Médicis. Ah, mais les Médicis sont un aérolithe extraordinaire qui, sans doute, s'il n'avait pas existé, n'expliquerait pas l'extraordinaire dynamique de la société florentine. Alors pourquoi, effectivement, les Médicis jouent-ils ce rôle? Comme on le leur a reproché tant de fois, ce sont des usuriers. Mais les usuriers, et c'est une histoire tout à fait fausse, c'est que la banque, telle qu'elle se développe à Florence, est un abaissement du coût de l'argent, bien entendu. Et l'inverse de ce qu'on reproche aux usuriers, c'est-à-dire de faire monter le prix de l'argent. De faire monter le prix et de faire donc des prêts qui ne sont pas conformes à la loi évangélique. Mais en réalité, bien entendu, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la concurrence de toutes ces banques florentines provoque effectivement un effet d'enrichissement et de diffusion. Et à l'intérieur de cela, les Médicis sont les premiers. Alors, qui sont les Médicis? Comme le nom l'indique, ce sont d'abord des médecins. Ils ont Medici, c'est des médecins, ils ont donc commencé à exercer la médecine. Étaient-ils juifs? C'est ce que je pense, mais au fond, je n'en ai pas la preuve. Et il y avait aussi des médecins qui n'étaient pas juifs, mais qui par contre lisaient effectivement une partie du fond gréco-latin qui était lui-même traduit à cette époque-là et qui était la base du développement de la médecine. Alors, ces Médicis, ensuite, font une des banques les plus prospères et très vite aussi la grande rivale des Pazzi, notamment, qui veut dire les fous, c'est quand même étonnant, et de leurs grands rivaux, qu'ils éliminent les uns après les autres. C'est raconté admirablement dans la série de la Rai. Et donc, petit à petit, effectivement, ils vont devenir quasiment hégémoniques dans Florence. Mais ce mariage des Médicis et de Florence, c'est le mariage, effectivement, d'un capitalisme ouvert et de la liberté politique. Oui. Et ceci est déjà présent dès le premier des grands Médicis. Et d'une conception esthétique très avancée, et bien en particulier dans la reconstruction de Florence, Bien entendu, ils deviennent les mécènes, non seulement de l'architecture, comme vous l'avez souligné, de la peinture, de l'architecture, de la sculpture, mais aussi de l'architecture, de la sculpture, et bien entendu... et des humanistes. Des arts, c'est aussi l'époque de la découverte avec la Domus Aurea, parce qu'a été tout l'art romain qui petit à petit diffuse justement de Rome, mais ensuite évidemment à Florence et dans toute l'Italie du Quattrocento, c'est-à-dire d'un art de la représentation qui est émancipé vraiment des visions religieuses et hiérarchiques. Et qui petit à petit... Donc, fondé sur la perspective, c'est-à-dire une conception géométrique. Voilà, alors il y a les perspectives, la mathématisation de la nature. Et beaucoup plus encore qu'il y a effectivement des sujets qui n'ont plus rien à voir avec l'art sacré. Et donc ces deux éléments ensemble, c'est la révolution culturelle, la même que Deng Xiaoping a présidé en Chine, lorsqu'il a émancipé la Chine de toutes les conneries maoïstes. Il me reste quelques minutes pour demander à Marielle, dont je sais qu'elle a toujours été très vivement intéressée par, au fond, le personnage de Simonetta Vespucci, qui malheureusement est morte la même année, enfin très très jeune, et quasiment, je crois, le même jour que Julien, si je ne me trompe pas. 2 ans avant, mais effectivement... 2 ans avant. Elle est morte 2 ans avant. Oui, mais je crois à la même date, effectivement. Mais grâce à son mari, qu'elle a peu connu, Amerigo... Non, c'est pas son mari, c'était son mari s'appelait Marco. Voilà, Marco. Mais Amerigo, c'est l'Amérique. Oui, c'est bien sûr. Et on ne s'appelle pas la Colombie, mais l'Amérique. Oui, Marielle, alors on vous écoute. Ce que je voudrais dire par rapport à tout ce que j'ai entendu la semaine dernière et cette semaine,
c'est que toute cette création de la Renaissance, que ce soit dans le domaine politique, poétique, repose sur une immense barque qui est celle de Dante. Malgré tout, tout ça n'est arrivé que parce que ça repose sur un certain nombre Enfin, il y a quelque chose qui soutient toute cette renaissance italienne. Quand même... Marielle, là, vous ouvrez un débat qui m'intéresse prodigieusement, mais qu'on n'aura pas le temps de conclure. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, certes, parce qu'il y a d'ailleurs, qui a lu la Divine Comédie s'aperçoit qu'il y a une connaissance pardante de la mythologie, n'est-ce pas, gréco-romaine, qui est presque du niveau de celle des humanistes. Enfin, il connaît énormément de choses et surtout, il s'en sert admirablement. Mais là où il y a une grande différence, et c'est pour ça que les humanistes n'ont cessé de discuter de Dante, c'est que Dante est contre la République florentine et pour une institution politique de l'Empire, dans l'Empire, n'est-ce pas? Dans son De Monarchia, il estime que... Non, mais c'est en poésie dont je parle, puisque finalement, en poésie, là, ce dont vous nous parlez quand même, c'est d'un poète. Absolument. Il a d'autres casquettes. Mais... Ange Policien, c'est un poète. Donc, c'est quelqu'un qui vient s'inscrire dans cette découverte par Dante de la langue toscane. Tout à fait. Puisque, bon, bien sûr, il a l'usage de Rome et de la Grèce, mais je pense qu'il est quand même dans une filiation et que maintenant, on le découvre, mais on le découvre surtout pour tous ceux qui sont passionnés de l'Italie. Et si on est tellement heureux en Italie, c'est à la fois parce qu'il y a tous ces poètes et toute cette pensée qui naît à cette époque et qui s'est articulée avec la peinture. C'est cette articulation qui est inouïe, absolument inouïe, et également avec le remodelage du paysage qui fait le charme de la Toscane toujours aujourd'hui. Oui. La Toscane, c'est un paysage travaillé par les humains et travaillé à la Renaissance. Oui. Donc tout ça... finalement, a émergé d'une manière quasi magique, et puis s'est enrichi petit à petit. Quoi. Là où vous avez raison, Marielle, et malheureusement nous allons bientôt en terminer, c'est que les humanistes eux-mêmes n'ont cessé de disputer et de se disputer sur Dante, sur la place qu'ils reconnaissaient à Dante. Il y a un fameux dialogue, n'est-ce pas, de Leonardo Bruni, où on les voit tous parler. Il y a Salutati, Nicoli, Bruni lui-même. Et au départ, au fond, on emporte une critique assez acérée de Dante. Et puis finalement, à la fin, il y a un ralliement à Dante. Dante qui était, comme on disait, l'une des trois couronnes, puisqu'il avait été couronné de laurier. C'est-à-dire comme le sera après lui Boccace et ensuite Pétrarque et Boccace. Si j'ai 30 secondes, je vais vous lire ceci. Heureuse Florence et la terre de Toscane, heureuse cette part du monde latin où sous le signe des Gémeaux, pour son double destin d'homme, de songe et d'action, d'homme d'amour et de violence, d'homme d'enfer et de ciel, naquit un jour de mai Dante de Alighieri, homme de poésie. Et alors, Saint-Jean-Perse. Voilà, c'est le discours magnifique. de Florence de Saint-Jean-Perse. C'est magnifique. C'est une belle conclusion à ces deux. Merci à vous, chers amis. Merci Marielle, merci Alexandre, merci chère Émilie. Merci et donc j'invite tous nos auditeurs qui s'intéressent à la Renaissance, à la culture de la Renaissance, à la pensée de la Renaissance, à la poésie de la Renaissance, à lire vos ouvrages. Merci.